Une vraie expédition scientifique, celle-là, a lieu en mars, toujours sous la protection des soldats, pour inventorier, dessiner, mesurer les monuments partout où ils rencontreront sur leur route. On voit une petite équipe à l'extrême droite de sa remplie d'ici. Et chacun d'y aller de son graffiti. Alors aussi un graffiti, je vais vous poser une petite colle, un graffiti qui, les deux lignes inférieures, donne la position géographique en longitude et latitude. Mais aujourd'hui, il y a une erreur. Donc je vous pose la question, quelle est cette erreur et pourquoi? Bon, on continue. Édouard de Villiers du Terrage tombe tout comme vivant de nom, en extase, devant, oui, voici les deux lignes, devant le temple de Dendera, ainsi qu'à Luxor, où lui aussi remarque la beauté des deux obélisques. Quand on arrive en face du temple de Luxor, on remarque avant tout deux obélisques monolithes de granit dont les hiéroglyphes décorant les faces sont sculptés avec la dernière précision. L'obélisque de gauche a 25 mètres de hauteur et celui de droite 23,50 mètres seulement. Derrière les obélisques, de chaque côté, on voit les bustes de deux colosses dont le reste est enfoui sous les décombres. Alors c'est précisément l'obélisque de droite qui se trouve aujourd'hui sur la place de la Concorde. Et faut-il le rappeler, il n'a pas été volé par Bonaparte, comme les mauvaises langues le disent quelquefois, mais offert à la France. Tout comme le zodiaque de Dendera d'ailleurs, 30 ans plus tard, en 1830, par Mehmet Ali, vice-roi d'Égypte. L'obélisque est abattu le 31 octobre 1831. La Corrède d'ailleurs exécutée après son abattage montre effectivement que c'est l'obélisque de droite. Le bateau avec son prestigieux contenu arrive à Toulon le 11 mai 1833 et ce n'est que le 25 octobre 1836 qu'il est érigé sur la place de la Concorde devant une foule de près de 200 000 personnes. Il trône toujours aujourd'hui, place de la Concorde. Le 15 juillet, Bonaparte apprend qu'une douzaine de vaisseaux de guerre anglais encore eux et des bateaux de transport ont débarqué des troupes turques à Boukir. Je vous fais remarquer que les Anglais débarquent des Turcs, mais ne viennent pas. Hein. Bon. D'accord, oui. Ok. Alors, il rappelle deuxième la Haute-Égypte. Et le 25 juillet 1999, l'armée française est en ordre de bataille. Alors, au lieu d'attendre en formation en carré l'attaque de l'ennemi, comme à la bataille de Pyramide, il prend l'initiative. Il appelle Murat et fait donner la cavalerie à fond. Les Turcs reculent et sont précipités à la mer, où sinon la bataille est gagnée. Cette victoire effaçait l'échec de Saint-Jean d'Acre et la défaite de la bataille d'Aboukir, bataille navale. Alors une découverte importante vient s'ajouter à cette victoire. Dans la baie d'Aboukir, en prévision du débarquement de cette armée anglo-turque, les Français consolidaient à la hâte un fort à proximité au nord de Rosette. Les ouvriers tombent sur une pierre insolite, une stèle de basalte de 112 cm de haut, 75 de large et 28 d'épaisseur, pesant plus de 750 kg, dont une face bien polie est couverte de milliers de signes. En fait, ce sont trois textes. Celui du haut est écrit en hiéroglyphe, celui du milieu en démotique, et le dernier, heureusement, en grec. Personne ne sait lire les hiéroglyphes, ni en Égypte, ni ailleurs dans le monde. Bouchard, en revanche, fait partie des chercheurs, sait lire le grec et comprend qu'il s'agit d'un décret
d'un synode de prêtres égyptiens réunis en 192 avant Jésus-Christ, qui prescrit notamment qu'il sera inscrit sur des stèles en 3 langues. On se trouve donc devant un même texte rédigé en 3 écritures différentes. Nous sommes le 19 juillet 99, nous venons de découvrir ce qui sera désormais appelé la pierre de Rosette. Mais personne à cette époque ne perce le mystère. Et ce n'est qu'en 1821, à 22 ans, soit 22 ans après la découverte de la pierre, et sans jamais l'avoir vue, ne travaillant que sur des copies, que Jean-François Champollion percera le mystère des hiéroglyphes. Les Anglais, voyant que décidément Bonaparte non seulement résiste, mais détruit les armées turques qui lui envoient, et contrecarre ainsi tous les plans pour lui faire quitter l'Égypte, utilisent alors des moyens plus insidieux. Ils lui font indirectement parvenir des journaux d'Europe, dans lesquels Bonaparte apprend les déboires et les défaites militaires du territoire. L'Italie perdue, Jourdan battu sur le Danube, 60 000 Cosaques à la frontière des Alpes, la Vendée en pleine insurrection. Bonaparte explose. De beaux parleurs, des bavards sont en train de perdre la France. Il est temps de la sauver. L'Égypte était devenue secondaire pour le directoire. Il ne faut plus espérer aucun enfant de France. Le choix de Bonaparte pour rester ou partir est simple. Rester, il serait prisonnier de sa conquête et abandonné. Partir, c'est voguer vers son destin. Mais c'est aussi passer une nouvelle fois au travers de l'escadre anglaise. Son étoile ne lui permettra-t-elle? Bonaparte décide de forcer le destin et de quitter l'Égypte pour rejoindre la France. Et c'est une nouvelle fois dans le secret le plus absolu qu'il prépare son départ. Il demande au contre-amiral Ganteaume de préparer les 2 frégates qui lui restent, notamment la Muiron, baptisée du nom de l'aide de camp qui, à Arcole, s'est fait tuer en protégeant Bonaparte de son corps. Et le 19 août, Bonaparte est avisé que la croisière anglaise a disparu. En fait, elle est partie en Crète faire un ravitaillement en eau et en vivres. Une telle occasion ne devant pas se représenter de sitôt, Bonaparte décide de partir. Il désigne son successeur. Ce sera Kléber, mais ne lui dit rien, craignant ses réactions. L'Alsacien a le sang chaud, et j'en sais quelque chose. Il l'apprendra une fois Bonaparte parti. Les privilégiés qui l'accompagneront sont des hommes dont il a estimé utile la présence à ses côtés en France. Ce sont notamment Berthier, Eugène de Bornay, le beau-fils, Duroc, les généraux Lannes, Murat et le mamelouk Roustan. Et il emmène avec lui également 400 guides. Dezay est encore en Haute-Égypte, trop loin pour allier dans les temps, mais il partira le 3 mars 1800, suivant les instructions que Bonaparte donnera à Kléber. Dezay rejoindra Bonaparte juste à temps pour décider de la victoire de Marengo, le 14 juin 1800. Bonaparte laisse différentes lettres et instructions et justificatives de son départ, notamment à Kléber. Les nouvelles d'Europe m'ont décidé à partir pour France. Je laisse le commandement au général Kléber. L'armée aura bientôt de mes nouvelles. Je ne puis en dire davantage. Il me coûte de quitter les soldats auxquels je suis le plus attaché, mais ce ne sera que momentanément, et le général que je leur laisse a la confiance du gouvernement et la mienne. Et il termine par une pensée pour ses soldats. Non, ça fait rien. Il dit aussi la proclamation suivante. Les nouvelles d'Europe m'ont décidé à partir pour France. Je laisse le commandement au général Kléber. L'armée aura bientôt des nouvelles. Et le 22 août, à la nuit, la petite troupe est sur la côte. À 21 h, la petite division navale appareille et quitte les côtes de l'Égypte. Le lendemain, 23 août, à 6 h, elle se trouve à 120 km à l'ouest d'Alexandrie. Bonaparte
Bonaparte ordonne à Ganteaume de se tenir le plus près possible des côtes d'Afrique pour échapper aux Anglais, qui sont pendant trop occupés à faire le blocus de Malte. Bonaparte, appuyé au bastingage, pouvait contempler son étoile. C'est dommage, quand je parle, ça coupe la musique. Elle est belle. Bon, alors, cette étoile lui sera désormais fidèle pendant près de 15 ans. Mais comme on le verra, percevra régulièrement son tribut. Le 9 octobre 1999, les deux frégates entrent dans le golfe de Fréjus. Bonaparte débarque à Saint-Raphaël, c'est la stèle, et sans faire de quarantaine, il vole vers son destin. Vers son destin et vers Paris, où il entend déjà régler un premier problème personnel. Il a en effet eu connaissance en Égypte des infidélités de Joséphine, et il a décidé de divorcer. Il l'avait écrit à son frère Joseph. Joséphine apprend la fatale décision de son mari par les journaux. Bon, pas par téléphone ni par radio, mais par les journaux. Par les journaux, oui. Les Anglais, vous allez voir, ont intercepté de nombreux courriers, dont celui de Bonaparte à son frère Joseph. Et avec l'indélicace qu'on leur connaît, enfin que moi je le reconnais, publie la nouvelle dans la presse anglaise. Ainsi, tout Paris, comme toute l'Europe, en aura bientôt connaissance en cette fin de 1798. Tellement pressé, Bonaparte en oublie ses gants au relais de Rochefort, près de Montélimar. Voici ses gants. Alors qu'il remonte sur Paris par le Nivernais, Joséphine, qui sent le vent du boulet, part le rejoindre pour faire bonne figure, mais étant amadoué son mari et modifié la terrible décision, elle prend cependant la route du Poponnet, et bien sûr, ils se croisent. Bonaparte arrive le premier à Paris, rue de la Victoire, et lorsque Joséphine y arrive quelque temps après, elle pleure longuement à la porte et parvient à reconquérir le cœur de Bonaparte. Un mois plus tard, c'est le 18 Brumaire. Pendant que Bonaparte devenait premier consul, que se passait-il en Égypte? La peste poursuivait ses ravages. Les Anglais et les Turcs étaient revenus à la charge. Les Anglais avaient débarqué, cette fois ils débarquent, bien sûr Bonaparte n'y est plus. Les Anglais avaient débarqué à l'embouchure du Nil, d'une part, et ils avaient débarqué également à bord de Janissaire. Une autre armée turque de 40 000 hommes, descendue de Syrie, mettait le siège devant El Arish, en même temps que l'anglais Sidney Smith proposait des négociations le 22 décembre à Kléber. Mais les exigences des Anglais sont telles que Kléber rompt les négociations et décide de forcer le destin. Je l'ai dit que Kléber avait le sang chaud. Les Français se battent alors avec la rage et le désespoir et écrasent l'armée turque à Héliopolis le 20 mars 1800. Kléber, c'est un bas-relief à sa statue. Kléber et son armée ont à nouveau fait échec aux Anglais et rétabli la situation. Mais pour combien de temps? Le 14 juin. Alors que Kléber se promène dans les jardins du quartier général, il est assassiné. J'ai préféré laisser la musique, mais je vous le dis quand même, c'est par Soleiman el-Halibi, un fanatique musulman. La Providence perçoit son tribut, il ne faisait pas dans la demi-mesure.
le même jour et presque à la même heure, Desaix, en donnant la victoire à Bonaparte, meurt sur le champ de bataille de Marengo. Le commandement passe au général Menou. Menou s'était converti à l'islam et s'était marié à une femme turque. Il se faisait appeler Jacques Abdallah Menou. Je préfère dire Jacques Abdallah qu'Abdallah Jacques Menou. Bon, le 4 mars 1801, 2 bateaux français arrivent à Alexandrie avec renfort et matériel. Bonaparte, n'oubliez pas son armée d'Orient. Mais depuis que les Anglais ont pris Malte, le 5 septembre 1800, ils ont les coudées plus franches et montent une expédition concertée avec les Turcs et débarquent une nouvelle fois le 8 mars 1801 à Aboukir. Menou, moins prompt que Bonaparte, tarde à réagir, puis enfin les attaques, sans grande préparation. Le 21 mars, à Canopée, l'armée française est écrasée. Quant à Menou, il capitule à son tour le 2 septembre 1801. Les Anglais ont conscience de l'importance de la découverte de la pierre de Rosette. Moi j'ai vu quelque chose, oui, parce que en fait, les Turcs passent par la Syrie et assiègent le Caire, où là, le général Belliard capitule également. Et 2 septembre, c'est Menou, Alexandrie. Alors, je disais que les Anglais ont conscience de l'importance de la découverte de la pierre de Rosette et la considèrent comme, alors, on n'est pas un forfait près, prise de guerre. Voilà. Elle se trouve toujours au British Museum de Londres. Et ce n'est que dans la deuxième quinzaine de septembre 1801 que les Français peuvent enfin rentrer au pays. Le convoi met à la voile pour Marseille, ramenant 14 000 hommes environ. L'expédition d'Égypte, proprement dit, est terminée. Maintenant va commencer une autre aventure de plus longue haleine, mais aussi retentissante, sous l'impulsion énergique du même homme qui n'aura changé que d'état et de nom, l'empereur Napoléon. Je veux parler de la description de l'Égypte. Pour simplement vous en dire quelques mots, la description de l'Égypte est un vaste ouvrage auquel a travaillé une équipe de 800 techniciens, dont 400 graveurs, et dont la publication va durer près d'un demi-siècle, de 1809 à 1828. Elle comprend 23 volumes, 10 de texte et 13 de planches, de grande dimension, 74 par 57 cm. Et pour la classe, 1,10 m sur 0,72 m. Les textes traitent d'archéologie, d'architecture, de géographie, de zoologie, de botanique. Pour le rangement et la lecture de ces grands volumes, des meubles ont été fabriqués, suivant un plan établi par Jomard. Voici l'un des plus beaux meubles. Il se trouve à la bibliothèque du Sénat. Remarquez à chaque angle la reproduction des têtes de colonne attorique du temple de Dendera et le motif supérieur, l'Auréus, vu également à Dendera. Ah, j'ai oublié de dire, j'ai signé un topo, mais ça c'est vraiment en revanche. J'ai signé un topo au Sénat, au terme duquel je dois vous dire que, et vous interdire de prendre des photos. Je ne confisquerai pas. Alors, voici celui
à l'Assemblée nationale à Paris et celui à Mâcon, parce que bon, moi je viens de Mâcon et j'en ai un, enfin nous en avons un, au musée des Ursulines. Alors que la description, un original, se trouve à la médiathèque toujours à Mâcon. Et pour mémoire, un ensemble cahier meubles se sont vendus aux enchères publiques chez Christie's en 2011 pour plus d'1 million d'euros.